Octobre 1944. Une petite ville paisible du sud de l'Allemagne, Erlingen, se réveille sous un ciel gris d'automne. Mais ce matin-là, derrière les volets clos d'une élégante maison, se joue l'un des drames les plus troublants de la Seconde Guerre mondiale. À l'intérieur, le maréchal Erwin Rommel, connu dans le monde entier comme le renard du désert, marche lentement dans son bureau. Ses yeux bleus, autrefois brillants de stratégie et de victoire, sont aujourd'hui assombris par l'angoisse. Quelques semaines plus tôt, il était encore une légende vivante, respecté même par ses ennemis britanniques pour son honneur et son humanité au combat. Mais à présent, il n'est plus qu'un homme traqué par son propre chef. Le grondement d'une voiture noire s'approche. Deux officiers sortent, impeccablement vêtus, leur visage figé dans un masque de devoir. Ils portent une mission que personne n'oserait refuser, transmettre la dernière offre du Führer. Une offre qui n'est, en réalité, qu'une sentence. Rommel sait déjà ce qui l'attend. Pas de procès, pas de défense, pas de salut. Seulement un choix cruel, avaler une capsule de cyanure et recevoir des funérailles d'État, ou refuser, et voir sa famille humiliée, ruinée, peut-être exécutée. Ce matin-là, l'icône de l'Africa Korps va jouer sa dernière bataille. Mais cette fois, il n'y aura ni carte, ni char, ni victoire possible. Avant de plonger dans cette histoire tragique, imaginez ceci. Un héros national, admiré par ses soldats, respecté par ses ennemis, trahi par ceux qu'il servait. Un homme qui avait défié le désert, les tempêtes de sable, les batailles sans pitié, et qui, au sommet de sa gloire, a été forcé à choisir entre sa vie et l'honneur de sa famille. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la vérité derrière la mort d'Erwin Rommel, le légendaire renard du désert, l'un des plus grands commandants militaires de la Seconde Guerre mondiale. Ce récit n'est pas seulement une page d'histoire, c'est une leçon amère sur le pouvoir, la loyauté et la trahison. Punaise, avant de continuer, prenez un instant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos récits historiques les plus captivants. Laissez un like si vous aimez découvrir les vérités cachées derrière les grands événements du passé. Et surtout, dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous adorons savoir jusqu'où voyagent nos histoires et qui, dans le monde, partagent cette passion pour l'histoire. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une légende embellie par la propagande. C'est une réalité dure, soutenue par des témoignages, des documents et des souvenirs des protagonistes. Alors, préparez-vous à revivre les derniers jours du maréchal Rommel. Ses victoires éclatantes en Afrique du Nord, ses doutes face à Hitler, les soupçons de trahison, et enfin, la visite fatale qui scellera son destin. L'histoire commence dans les dunes brûlantes du désert, là où le nom de Rommel devint immortel. Avant que le vent ne tourne contre lui. Erwin Rommel naît le 15 novembre 1891 à Edenheim, dans le royaume de Wurtemberg, une région alors intégrée à l'Empire allemand. Fils d'un professeur de mathématiques, il grandit dans un foyer modeste mais discipliné. Dès son adolescence, il montre un esprit analytique et une détermination à toute épreuve, qualités qui le conduisent naturellement vers la carrière militaire. À 18 ans, il intègre l'armée impériale comme aspirant officier. Pendant la Première Guerre mondiale, il se distingue par un courage exceptionnel. En 1917, lors de la bataille de Caporetto contre les Italiens, il mène ses hommes dans une percée audacieuse qui lui vaut la plus haute distinction militaire allemande, la Croix, pour le mérite. Sa capacité à improviser, à exploiter les failles de l'ennemi et à inspirer ses soldats attire déjà l'attention. Dans l'entre-deux-guerres, alors que l'Allemagne est bridée par le traité de Versailles, Rommel se consacre à l'instruction et à la formation des jeunes recrues. Il écrit même un manuel tactique, Infanterie Grevetan, l'infanterie attaque, qui deviendra un classique de la stratégie militaire. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Rommel est choisi pour commander la 7e division blindée lors de la campagne de France en 1940. Sa rapidité d'action et son audace lui valent le surnom de « division fantôme ». Il frappe vite, disparaît, réapparaît ailleurs, désorientant complètement ses adversaires. En février 1941, Hitler lui confie une mission délicate, soutenir les forces italiennes en difficulté en Afrique du Nord. C'est là que naît la légende du renard du désert. À la tête de l'Africa Korps, Rommel mène des offensives spectaculaires contre les forces britanniques. Maître de la guerre de mouvement, il utilise la topographie, les dunes, les mirages, et trompe l'ennemi par des feintes audacieuses. Même ses adversaires, comme le général britannique Claude Auchinleck, reconnaissent son génie et ordonnent à leurs troupes de ne jamais le sous-estimer. Sa réputation dépasse bientôt les frontières. Rommel est vu comme un chevalier moderne, respectant les lois de la guerre, traitant les prisonniers avec humanité, évitant les massacres inutiles. Pourtant, derrière les victoires, les premières tensions avec Hitler apparaissent. Le Führer, obsédé par des ordres irréalistes, exige souvent que Rommel tienne des positions coûte que coûte, ignorant la réalité du terrain. Rommel, pragmatique,
c'est qu'une armée doit parfois reculer pour survivre. Mais il obéit encore, pour l'instant. À l'été 1942, après la bataille d'El Alamein, la situation se dégrade. Les Britanniques, renforcés par les Américains, reprennent l'initiative. L'Africa Korps recule vers la Tunisie. En mars 1943, Rommel est rappelé en Europe, officiellement pour raison de santé. Officieusement, certains disent que Hitler voulait éloigner ce maréchal devenu trop populaire et trop indépendant à son goût. Rommel rentre en Allemagne en héros, mais il sait que ses désaccords avec le Führer ne font que commencer. Les ombres s'allongent déjà sur son avenir. Après son retour d'Afrique du Nord en mars 1943, Erwin Rommel n'a plus de commandement actif pendant plusieurs mois. Officiellement, il doit se reposer, récupérer de ses problèmes de santé. Officieusement, Hitler garde un œil méfiant sur lui. Trop populaire, trop admiré, trop franc pour le goût d'un dictateur qui exige une obéissance aveugle. À l'automne 1943, la guerre prend un tournant. Les Alliés ont débarqué en Italie et progressent vers le nord. Hitler sait qu'un débarquement sur les côtes françaises est inévitable. Il nomme alors Rommel inspecteur général des défenses du mur de l'Atlantique, une ligne fortifiée censée repousser toute invasion. Rommel prend sa mission au sérieux. Il parcourt des milliers de kilomètres de côte, du Danemark aux plages de Normandie. Ce qu'il découvre le choc, bunkers à moitié construits, obstacles antichars mal positionnés, troupes démoralisées. Pour lui, si les Alliés frappent, il faudra les arrêter sur la plage même. S'ils parviennent à pénétrer à l'intérieur des terres, la supériorité aérienne et logistique ennemie rendra toute contre-offensive quasi impossible. Il plaide pour renforcer les plages de mines, hérissons tchèques, pieux explosifs. Il exige que les blindés soient stationnés près du littoral pour contre-attaquer immédiatement. Mais ses idées se heurtent à celles du maréchal Gerd von Rundstedt, qui préfère garder les réserves blindées en arrière pour un coup décisif. Hitler, fidèle à son habitude, hésite, tergiverse, puis tranche en ne tranchant pas vraiment. Résultat, un compromis bancal. Pendant ce temps, Rommel observe la guerre tourner contre l'Allemagne. Les bombardements alliés écrasent les villes. Le moral de la population s'effondre. Lors de conversations privées, il confie à ses proches que la guerre est perdue si Hitler ne négocie pas. Des mots dangereux dans un régime où la critique équivaut à une trahison. Le 6 juin 1944, le débarquement allié commence en Normandie. Rommel, ce jour-là, n'est pas sur le front. Il se rend en Allemagne pour offrir un bouquet à sa femme pour son anniversaire. À son retour, il constate que la situation est déjà compromise. Les Alliés ont établi des têtes de pont solides. Malgré les efforts désespérés de la Wehrmacht, la supériorité alliée est écrasante. En juillet, Rommel est grièvement blessé lors d'une attaque aérienne. Sa voiture, prise sous le feu de chasseurs-bombardiers, s'écrase dans un fossé. Il souffre de fractures au crâne et de graves contusions. Cloué au lit, il assiste de loin aux événements qui vont sceller son destin. L'attentat du 20 juillet contre Hitler, organisé par des officiers allemands qui espèrent mettre fin à la guerre. Rommel n'y participe pas directement. Mais il est au courant des discussions. Certains conspirateurs, sachant qu'il est respecté par l'armée et la population, espèrent qu'il rejoindra leur cause si Hitler est éliminé. Rommel, réaliste, doute que l'attentat réussisse, mais il partage l'idée que l'Allemagne doit mettre fin à la guerre pour éviter une destruction totale. Après l'échec de l'attentat, la Gestapo arrête, torture et exécute des centaines de suspects. Des noms circulent. Celui de Rommel apparaît bientôt sur les listes. Aux yeux d'Hitler, il n'y a pas de demi-mesure. Savoir, c'est déjà trahir. Et pour un maréchal adulé par les troupes, c'est encore pire. À l'automne 1944, Hitler prend sa décision. Rommel doit disparaître. Mais pas sur un champ de bataille. L'été 1944 s'achève dans une Allemagne qui vacille. Les armées reculent sur tous les fronts. Les bombardiers alliés frappent chaque jour plus fort, transformant les villes en mer de ruines. Dans ce chaos, la Gestapo tisse sa toile, traquant sans relâche tous ceux qui, de près ou de loin, auraient pu soutenir ou même simplement connaître le complot du 20 juillet contre Hitler. Erwin Rommel, convalescent après sa blessure, se rétablit dans sa maison de Erlingen, dans le sud du Wurtemberg. Les médecins lui ont ordonné du repos, mais les nouvelles qui parviennent jusqu'à lui sont lourdes d'angoisse. Des camarades proches disparaissent, arrêtés puis exécutés. Les journaux publient chaque semaine les noms de traîtres condamnés. Au début, Rommel croit être protégé par son prestige. Après tout, il est le renard du désert, héros de l'Africa Korps, et sa popularité auprès du peuple allemand reste immense. Mais cette même popularité attire l'attention d'Hitler. Dans l'esprit du Führer, un général si respecté pourrait devenir un symbole pour les opposants. À Berlin,
La machine judiciaire du régime est déjà en marche. Les enquêteurs de la Gestapo obtiennent des aveux sous la torture. Plusieurs officiers mentionnent que Rommel savait que certains comploteurs voulaient négocier avec les Alliés. Pire encore, ils affirment qu'ils partageaient cette opinion. Ces déclarations suffisent pour que le verdict tombe, coupable de trahison. Mais Hitler connaît la sensibilité de la situation. Rommel n'est pas un officier ordinaire, c'est une légende vivante. Un procès public pourrait susciter un scandale, ébranler le moral déjà fragile de l'armée et de la population. La solution doit être discrète. Le 14 octobre 1944, 2 voitures quittent Berlin. À bord, le général Wilhelm Burdorf, chef du personnel militaire de Hitler, et le général Ernst Maisel. Leur mission est claire, se rendre à Erlingen et offrir à Rommel un choix qui n'en est pas un. Ce matin-là, Rommel sait que quelque chose se prépare. Depuis plusieurs jours, il a reçu des signaux inquiétants. Sa ligne téléphonique a été mise sur écoute. Des amis lui ont confié que son nom circulait à la chancellerie. Sa femme, Lucie, remarque qu'il dort mal, se levant souvent pour regarder par la fenêtre, comme s'il attendait quelqu'un. Vers midi, les 2 voitures noires s'arrêtent devant la maison. Burdorf et Maisel en descendent, saluent avec une froideur cérémonieuse. Rommel les invite à entrer dans son bureau. La conversation, brève et glaciale, scelle son destin. Hitler, disent-ils, lui offre 2 options. La première, se présenter à Berlin, être jugé par le tribunal du peuple et condamné à mort pour haute trahison, un procès humiliant qui mettrait aussi en danger sa famille. La seconde, mourir en héros, en se donnant la mort immédiatement, en échange de funérailles d'État et de la promesse que sa famille ne serait pas inquiétée. Rommel comprend que la décision est déjà prise. Il demande à pouvoir dire au revoir à sa femme et à son fils Manfred. Quelques minutes plus tard, il monte dans la voiture des envoyés, emportant une capsule de cyanure. La route s'éloigne à travers la campagne automnale. 14 octobre 1944. Le ciel au-dessus du Württemberg est bas et chargé, comme si la nature elle-même pressentait la tragédie à venir. Dans la petite ville de Erlingen, la Mercedes noire roule lentement, quittant la maison où Erwin Rommel vient de dire adieu aux siens. Assis à l'arrière, entre le général Burdorf et le général Maisel, Rommel garde le regard fixé sur la route. Ses mains sont posées sur ses genoux, parfaitement immobiles. Sa démarche de soldat, son maintien, sont intacts, mais à l'intérieur, il sait que la bataille est perdue. Quelques minutes plus tôt, dans son bureau, il avait serré sa femme Lucie dans ses bras, lui promettant que, quoi qu'il arrive, elle et leur fils seraient protégés. À Manfred, âgé de 15 ans, il avait lancé un dernier regard lourd de signification. « Sois fort ». Ces mots, simples, contenaient toute la tendresse d'un père et toute la gravité d'un soldat qui sait qu'il ne reviendra pas. La voiture quitte le centre du village et prend une petite route bordée de bois. Après une dizaine de minutes, Maisel demande au chauffeur de s'arrêter à un endroit isolé. Les 3 hommes descendent. Burdorf sort alors une petite boîte métallique de sa poche. À l'intérieur, une capsule de verre contenant du cyanure de potassium. Burdorf parle d'une voix posée, presque bureaucratique. « Herr Feldmarschall, il est temps. » Rommel acquiesce sans discuter. Il sait que refuser ne ferait qu'entraîner l'arrestation immédiate et la destruction de tout ce qu'il a essayé de protéger. Il serre la main des 2 généraux. Puis, d'un geste ferme, porte la capsule à sa bouche et la brise entre ses dents. Le poison agit presque instantanément. Rommel s'effondre, pris de convulsions brèves, avant de rester immobile. Le corps est replacé dans la voiture. Quelques heures plus tard, les radios allemandes annoncent que le maréchal Erwin Rommel est mort des suites de blessures reçues lors d'une attaque aérienne en Normandie. La propagande officielle présente sa disparition comme celle d'un héros tombé au service du Reich, évitant soigneusement toute mention de suicide. 3 jours plus tard, des funérailles d'État sont organisées à Ulm. Le cercueil, drapé du drapeau à croix gammée, est porté par des officiers en grande tenue. Dans les discours, on célèbre l'incomparable chef militaire, le modèle de loyauté. Des mots amers pour ceux qui savent la vérité. Pour sa femme et son fils, la mascarade est une épreuve douloureuse mais nécessaire. La promesse faite par Hitler est tenue, ils ne seront pas inquiétés. Mais derrière les honneurs officiels, une réalité s'impose. Le « renard du désert » a été abattu, non par l'ennemi, mais par le régime qu'il avait servi toute sa vie. Lorsque la guerre s'achève en mai 1945, l'Allemagne est en ruine. Le Troisième Reich n'est plus qu'un souvenir amer, et le monde découvre, horrifié, l'ampleur des crimes commis par le régime nazi. Dans ce chaos moral et politique, le nom d'Erwin Rommel réapparaît rapidement. Mais cette fois, sans la couche de propagande qui avait enveloppé sa fin. Les Alliés connaissent depuis longtemps la vérité sur sa mort.
Les services de renseignement britanniques et américains avaient intercepté des informations sur les tensions entre Rommel et Hitler. Après la capitulation, plusieurs officiers allemands survivants confirment ce que la Gestapo avait soigneusement caché. Rommel n'est pas mort des suites d'une blessure, il a été contraint au suicide pour éviter un procès truqué et protéger sa famille. Ce récit, confirmé par son fils Manfred et par des proches, transforme la perception du maréchal. Aux yeux de nombreux observateurs, Rommel apparaît comme l'un des rares généraux allemands à avoir conservé un certain sens de l'honneur militaire. Ses adversaires britanniques, notamment Winston Churchill, reconnaissent publiquement ses qualités de stratège et d'homme de principe. Dans un discours au Parlement, Churchill le décrit comme un grand général et un ennemi noble. En Allemagne, son image devient complexe. D'un côté, il est célébré comme un héros militaire, symbole d'un patriotisme non entaché par les crimes du nazisme. De l'autre, certains rappellent qu'il a servi loyalement Hitler pendant la majeure partie de la guerre, qu'il a mené des campagnes victorieuses pour le compte d'un régime criminel et qu'il n'a jamais publiquement dénoncé les atrocités commises. Au fil des décennies, l'historiographie nuance le mythe. Les chercheurs montrent que Rommel, bien qu'ayant respecté les conventions de Genève en Afrique, n'était pas complètement détaché de l'idéologie du régime. Cependant, son refus croissant d'obéir à des ordres insensés, son opposition à la poursuite de la guerre après 1943 et sa probable sympathie pour les conspirateurs du 20 juillet en font une figure à part. Dans la mémoire populaire, il reste avant tout le renard du désert. L'homme qui, au milieu de la brutalité sans limite de la Seconde Guerre mondiale, incarnait encore, du moins aux yeux de beaucoup, un code d'honneur hérité d'un autre temps. Ses tactiques en Afrique sont encore étudiées dans les écoles militaires du monde entier, et son nom continue de susciter fascination et débat. À Erlingen, sa maison a été transformée en musée. Les visiteurs peuvent y voir ses effets personnels, ses décorations militaires et des photographies familiales qui montrent un Rommel plus intime, souriant aux côtés de Lucie et Manfred, loin des cartes d'état-major et des uniformes. Le 14 octobre de chaque année, certains déposent des fleurs sur sa tombe, non pas pour glorifier le régime qu'il a servi, mais pour rappeler le destin tragique d'un soldat pris dans les engrenages impitoyables de l'histoire. Rommel est mort comme il a vécu, en soldat. Mais sa dernière bataille, celle contre son propre camp, fut aussi la plus amère. Et dans cette fin imposée par un ordre venu de Berlin, c'est toute l'absurdité et la cruauté d'un régime qui se révèle point le 14 octobre 1944. Sur une route isolée du Württemberg, s'est éteint l'un des plus brillants stratèges militaires de son temps. Erwin Rommel, héros pour certains, serviteur loyal d'un régime criminel pour d'autres, demeure une figure où se mêlent courage, talent et ambiguïté morale. Sa carrière illustre la complexité des choix en temps de guerre. Fidèle soldat, il obéit longtemps aux ordres d'Hitler, remportant des victoires spectaculaires en Afrique du Nord et en Europe. Mais lorsque la réalité de la défaite devient évidente, il se tourne vers la raison, plaidant pour des négociations. Ce changement de cap, dans un régime obsédé par la victoire totale, signe son arrêt de mort. Le destin de Rommel est une leçon sur la nature du pouvoir absolu. Même les plus loyaux serviteurs peuvent être sacrifiés pour préserver l'illusion d'infaillibilité d'un dictateur. Sa fin rappelle que, dans un système fondé sur la peur et la répression, l'honneur devient un fardeau dangereux. Aujourd'hui encore, son nom évoque à la fois l'excellence tactique et le dilemme moral. Était-il un héros tragique, victime de la folie d'Hitler, ou un soldat trop longtemps complice avant de se détacher? L'histoire ne tranche pas entièrement, laissant à chacun le soin de juger. Mais une chose est sûre, lorsque Burdorf et Mésel se sont arrêtés ce matin-là pour lui tendre la capsule fatale, Rommel savait que son geste scellerait non seulement sa vie, mais aussi la sécurité des siens. En cela, il choisit sa famille plutôt que sa survie. Et peut-être est-ce là, au-delà des batailles et des victoires, le véritable héritage du renard du désert. Mourir debout, mais mourir en protégeant ceux qu'on aime.